Je remercie évidemment Mustapha de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir. C'est très impressionnant de voir toutes ces personnes. Alors donc, on m'avait demandé, mais c'est difficile de faire rire après la sexologie, mais on peut essayer aussi quand même. Je vous propose ce dessin de Kimbulus, qui me semble pas mal. Vous arrivez à lire? Bon. Voilà, bon, on va être plus sérieux maintenant. Alors, en fait, à qui et comment, on m'a demandé d'être très pratique. Alors, je vais être très pratique, je ne vais pas vous parler des études, enfin quelques-unes, mais l'historique et tout ça, vous le connaissez. Donc, on va être très pratique. Le baclofène, il y a des variations interindividuelles très importantes, ce qui fait qu'on a des problèmes pour les dosages, on a des problèmes pour les posologies, c'est évident, on le sait très bien. Tous ceux qui ont essayé savent que c'est compliqué. Donc, la concentration plasmatique maximale est entre 30 minutes et 1h30. Donc, ça donne aussi des indications par rapport à la prise de ce médicament. La demi-vie d'élimination plasmatique est entre 3 et 4 heures, ce qui donne aussi des indications par rapport aux prescriptions. 80% d'élimination rénale sans métabolite actif. Ça, je crois que c'est très important de le savoir parce que du coup, quand même, s'il y a une surveillance, il y a beaucoup de surveillance, mais il faudra doser la créatinine. Et puis, on en reparlera, mais c'est utile dans les insuffisances hépatiques. Donc, pour moi, la prescription de baclofène, c'est aussi difficile à prescrire que l'insuline. C'est aussi compliqué. Vous savez, en tant que généraliste, je prescris de l'insuline. C'est dangereux, l'insuline. C'est difficile à prescrire. Il y en a qui ont 4 piqûres, il y en a qui en ont 3, il y en a qui en ont 1, il y en a qui en rajoutent quand ils font du sport, qui en rajoutent... Enfin bon, c'est à la carte. Et le baclofène, pour moi, c'est un traitement à la carte. Chaque patient est différent. Dans le liquide céphalorachidien, les concentrations sont d'environ 8 fois et demi plus faibles que dans le plasma, ce qui peut peut-être expliquer qu'il faut donner des doses plus fortes. On n'utilise pas la voie intratécale, évidemment, pour l'alcoolisme. Ça a permis d'avancer ces 3 nouveaux paradigmes. Un qui était déjà acquis chez certainement beaucoup d'entre vous par rapport à l'abstinence. L'abstinence n'est plus nécessaire pour traiter les problèmes d'alcoolisme. Et puis, nous avons dit, en fait, je n'ai pas vu Samuel Blaise, mais nous avons dit que finalement, l'abstinence n'est plus un objectif, mais peut-être une conséquence du traitement. En fait, c'est ça qui m'a bluffé quand j'ai commencé à prescrire le baclofène à la demande des patients. Je pense que c'est important de le dire, c'est les patients qui m'ont demandé de prescrire du baclofène. Ce qui m'a bluffé, c'est que je leur disais, bon, avec le baclofène, a priori, on a l'impression qu'on peut boire. Finalement, quel est votre objectif? Je demande toujours au patient quel est son objectif, qu'est-ce qu'il veut. Évidemment, si le patient me dit je veux être abstinent, je ne vais pas lui dire si, vous pouvez boire. Par contre, s'il me dit je veux boire, parce qu'on a vu beaucoup au début, des patients qui disaient mais moi je veux boire comme tout le monde. Je leur dis d'accord, bah écoutez, buvez comme tout le monde, on va essayer de vous aider, on va se donner 3-4 mois pour voir si ça peut vous aider, le baclofène pour vous aider à boire comme tout le monde. Et ce qui m'a bluffé, c'est qu'un certain nombre de patients, dont l'objectif était de boire comme tout le monde, m'ont dit au bout de quelques mois, vous savez, finalement, je ne bois plus. On peut soigner efficacement les patients non dépendants ayant un problème d'alcool. Alors après, il va y avoir des problèmes de définition sur la dépendance, mais quand même, quand on parle des chiffres en France, on dit 5 millions de Français ont des problèmes d'alcool, dont 2 millions sont dépendants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 3 millions de Français qui, théoriquement, on ne peut rien leur donner. Il n'y a pas d'AMM pour des patients qui ne sont pas dépendants. Donc il va falloir qu'on change un peu les définitions peut-être, et puis de parler de la dépendance autrement. Mais bon, ça c'est un autre problème. En tout cas, des patients qui boivent une fois de temps en temps, mais qui ne peuvent pas gérer, qui ne boivent pas tous les jours, qui nous disent très bien, mais moi, je ne suis pas alcoolique parce que je ne suis jamais sous, mais surtout le matin, voilà, je n'ai pas besoin de ma dose pour pouvoir aller travailler. Des patients qui ne boivent que le soir, en rentrant chez eux, est-ce qu'ils sont dépendants? S'ils peuvent s'arrêter 15 jours, 3 semaines, en vacances, ils ne boivent pas, ou ils ne boivent qu'en vacances. Enfin bref. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on revoie un petit peu, et ce qui compte finalement, c'est la souffrance du patient. Si le patient est en souffrance, s'il vient nous demander de l'aide, je pense qu'on s'en fout, je veux dire, voilà, on va l'aider, on va essayer de l'aider. Et puis, cette fameuse indifférence, qui n'est pas vraiment un concept médical, pas encore peut-être, qui est quand même, il faut le dire, certains patients, un certain nombre de patients nous disent voilà, je passe devant l'alcool, il ne se passe rien. Dans l'imagerie, puisqu'on a parlé d'imagerie tout à l'heure, on peut imaginer on voit chez les rats en tout cas, ça ne s'allume plus.
Hein, c'est l'amygdale, on voit bien que ça ne s'allume plus, c'est-à-dire que ce baclofen, ça ne s'allume plus. Il y a certainement d'autres molécules qui le feront aussi. Donc l'indifférence devant les cues, je ne sais pas, quelqu'un peut me dire comment on traduit cues? Hameçon. Merci, Laurent. Donc voilà, devant un hameçon, mais ça me semble bizarre quand même comme mot, hameçon. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, vous savez, on montre à quelqu'un, on voit très bien chez les rats, hein, on montre une ligne qui peut ressembler à de la coke, un truc blanc, ça peut être du sucre, n'importe quoi, et ça s'allume dans le cerveau. Donc, et c'est quand même intéressant parce que ça se voit, on peut le voir vraiment, c'est surprenant. Bon, je ne vais pas vous faire trop de neurophysiologie, neurobiologie. Alors, on m'a demandé à qui et comment. À qui, théoriquement, il y a une RTU, hein, je vous redonne le site, mais je pense que tout le monde la connaît, donc c'est limité, c'est très limité. Donc je pense que si vous avez lu ce qu'on a écrit un peu dans la provocation avec Renaud, c'est beaucoup de provocation, mais il y a des choses qui sont vraies quand même, même si c'est de la provocation. Voilà, normalement, c'est, vous voyez, on met les patients alcoolodépendants après échec des autres thérapeutiques disponibles, donc on est déjà alcoolodépendant, échec des autres thérapeutiques, ça pose déjà un problème pour la RTU. 2 indications pour la NSM, aider au maintien de l'abstinence après sevrage chez les patients dépendants à l'alcool, dépendants. Réduction, donc la réduction majeure de la consommation d'alcool, bon, jusqu'au niveau, on va dire, faible de consommation tel que défini par l'OMS. Alors, bon, quand j'avais fait un topo à l'Académie de médecine où j'avais mis les recommandations de l'OMS, et un académicien m'avait dit il n'y a pas de recommandations de l'OMS. Ce ne sont pas des recommandations, ce sont des chiffres comme ça. Et en cherchant bien, il n'y a aucune étude. C'est tout à fait empirique, les 40, les 30 grammes et tout ça. Il n'y a aucune étude qui montre vraiment que ce sont... Voilà, il faut des chiffres. Alors on donne des chiffres, l'OMS a donné des chiffres. D'ailleurs, regardez l'OMS, vous tapez recommandations, vous tapez ce que vous voulez, et vous verrez qu'il y a 2 tableaux. Il y en a un avec 40 grammes chez l'homme, et il y en a un autre avec 30 grammes. Voilà, c'est l'OMS. Alors choisissez ce que vous voulez. La SFA a pris 30 grammes. Dans beaucoup d'études, c'est 40 grammes. Alors à qui voilà, donc on a écrit un guide que je suis en train de réviser avec mes copains parce qu'il y a des choses beaucoup... finalement, on a inventé la façon de prescrire ce médicament qui, au départ, on donnait matin, midi et soir. Et on s'est bien rendu compte que ce n'était pas comme ça qu'il faut le donner, qu'il y a d'autres façons de le donner plus efficaces. Donc on est en train de modifier le guide. Mais quand même, donc on va le donner aux patients qui boivent dès le matin, bien entendu. Donc il faudra commencer le matin. Si vous voyez que, si vous avez repéré que ça n'agit pas tout de suite et que ça agit peu de temps finalement, c'est-à-dire que les prises du soir, elles sont plus très bonnes le matin, donc il faut le prendre vraiment au réveil très tôt. Mais s'ils boivent dès le lever, ça va être plus compliqué. Ensuite, on peut le donner aux patients qui ne boivent qu'à partir de 18 heures et qui ont une consommation évidemment dite nocive. Alors, il y a quand même beaucoup de patients. Alors, il y a plusieurs façons d'expliquer les choses. Il y a la façon égyptienne, c'est-à-dire que oh là là, c'est l'angoisse, disons, culturelle de dire que le soleil ne va pas remonter quand il commence à baisser. C'est les Égyptiens, vous savez, ils priaient le dieu soleil parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'il revienne. Donc nous, a priori, maintenant, on pense qu'il va revenir. Donc c'est plus le problème. Mais il y a quand même l'angoisse. Alors, d'autres disent c'est l'heure à laquelle les bébés pleurent. Et ceux qui ont des enfants, ils savent qu'il y a des... Alors, est-ce que c'est la baisse du cortisol? Est-ce que c'est la montée de la mélatonine? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Vous pouvez donner tout ce que vous voulez. Mais, et aussi, donc c'est polyfactoriel, c'est-à-dire qu'il est évident qu'il y a beaucoup de personnes, on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à rentrer chez eux. Soit parce que leur vie est insupportable au niveau couple, soit parce qu'ils sont seuls. Donc ils sortent du boulot, ils vont aller, ils ont un comportement qui va les amener au bistrot du coin, ils vont à la boutique du coin pour acheter leur vodka, leur flash, ou autre chose. Donc ces patients-là, je le dis tout de suite, ça ne sert à rien du tout de leur donner du baclofen le matin et le midi, qui va les rendre somnolents. On commence à 16h, 17h. Alors, sauf ceux qui ont le cerveau parasité dès le matin. C'est-à-dire que si dès le matin, ils commencent à faire leur plan, c'est-à-dire qu'ils commencent à penser à l'alcool tout le temps, ils sont déjà dans le phénomène de... Donc il faut à ce moment-là leur donner le matin. Mais vous leur demandez, c'est pas compliqué. Finalement, l'alcool, vous y pensez quand? Ah ben moi, dès le matin, je me dis, il faut que je fasse ça. Donc en fait, ils sont déjà complètement parasités, et je pense qu'on va pouvoir les aider comme ça, en commençant le matin. Donc,
dites nocives, donc supérieures aux recommandations, donc je répète les recommandations, qu'est-ce qu'elles sont. Ça veut dire quoi nocive? Ça tout le monde le sait ici, qui entraîne des dommages physiques et ou psychiques et ou sociaux. J'aime bien différencier psychiques et sociaux parce que j'ai des copains sociologues qui me disent mais c'est pas pareil, il ne faut pas dire psychosocial. Bon, et aux patients qui ne boivent pas tous les jours, mais quand ils boivent, ils ne peuvent pas gérer. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème et on a quand même pas mal de patients. Et c'est vrai que ces patients-là, sauf évidemment quand ils se retrouvent à l'hôpital, parce qu'ils ne boivent pas pendant 15 jours et puis ils boivent et puis ils ne peuvent plus gérer, ils se retrouvent à l'hôpital en coma ou un accident de voiture, ils ne vont pas consulter en général, ou très peu. Ce qui a amené le baclofène, c'est qu'on a vu dans nos cabinets de médecins généralistes des patients qui ne voulaient pas consulter avant, qui ne se considéraient pas comme alcooliques, des patients qui, parce que voilà, mais ils ne pouvaient pas gérer. Et puis ils ont entendu parler par les associations que finalement, ça pouvait les aider peut-être à boire quand même, mais à pouvoir gérer leur consommation. Et donc cette mauvaise gestion, cette impossibilité de gérer, ça nous a amené des nouveaux patients qui savaient très bien que s'ils venaient voir un médecin, un alcoologue ou un médecin généraliste ou un soignant, on allait lui dire de toute façon, il faut arrêter, plus jamais, il ne faut pas commencer. Les contre-indications de la RTU. Alors, bon, si on regarde toutes les contre-indications, comme on a dit, finalement, il doit rester à peu près 10% de patients qui peuvent rentrer dans la RTU, parce que finalement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Déjà, aucun autre médicament. Moi, depuis très longtemps, puisque j'ai fait des traitements opiacés depuis 1976, donc les traitements de substitution, moi, je n'ai jamais appelé ça substitution. Pour moi, c'est traitement psychotrope. Mais c'est en 1976, je donnais de l'obispasme à la codéthyline, c'est la poudre d'opium. Donc, c'est complètement débile. Je veux dire qu'on a quand même, et vous avez encore plus, si vous êtes beaucoup dans l'Exapa, des patients qui sont sous méthadone, on en a parlé, qui sont sous buprenorphine. Et comment imaginer, quand ils ont un problème d'alcool, on leur dit « non, on ne peut pas vous donner... Bon. » Je trouve que c'est une contre-indication. Alors, je vais quand même défendre la RTU un petit peu, la NSM. En fait, la RTU, elle est faite pour la pharmacovigilance. Il est évident que si on prend tous les patients qui prennent tout et n'importe quoi, on ne saura pas l'imputabilité du produit. Donc on aimerait bien, la NSM aurait bien aimé qu'il n'y ait que des patients, comme dans la plupart des études, que des patients qui sont sains finalement, qui ne prennent pas d'antidépresseurs, qui ne prennent pas de méthadone, qui ne prennent rien du tout. Comme ça, s'il arrive quelque chose, qu'ils s'y prennent que du baclofène, là, on est tranquille, c'est le baclofène. Voilà, c'est comme ça que j'explique cette contre-indication de la matière. En plus, si on connaît un peu la neurobiologie, physiologie, on sait bien que l'alcool, ça n'agit pas que sur les GABA et que les opiacés, ça marche aussi. Donc on peut tout à fait imaginer d'associer de l'analtrexone avec le baclofène. Les comorbidités psychiatriques, je ne vais pas m'appesantir, mais enfin bon, je sais pas, vous avez tous des patients, vous êtes tous des cliniciens, vous n'êtes pas des administratifs, je pense. Quand on parle à NSM, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de praticiens. Donc, nos patients, je sais pas, nos patients, ils ont des comorbidités, énormément. Alors, il y a plein de chiffres, il y a plein d'études qui le montrent, mais bon, je ne vais pas vous faire un topo sur les comorbidités. Donc, les comorbidités psychiatriques, c'est débile de les éliminer. Alors, peut-être, si on peut peut-être... Ah oui, avant de parler des problèmes cardiaques, on peut peut-être parler de la bipolarité. La bipolarité, c'est vrai que quand on a commencé à prescrire du baclofène, on s'est retrouvé à 4 ou 5. Il y avait Gilles Demigneux de Sainte-Anne, chez le professeur Ollier, il y avait Renaud de Beaurepaire, il y avait 2 psychiatres privés, Dr M et Dr Moulin, dans une clinique dans le 14e à Paris. Et on s'est dit, voilà, on prescrit ça, c'est 2008, je crois. On prescrit ça, mais on a des problèmes, comment on fait? Et c'était bien de mettre nos expériences en commun. Eh bien, c'est vrai que les premiers cas qui nous ont posé des problèmes, c'est des passages en phase maniaque. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc, quelqu'un qui est bipolaire, étiqueté bipolaire, on va dire qu'il va falloir, théoriquement, c'est contre-indiqué. Le problème, c'est qu'il y en a énormément qui ont des problèmes d'alcool. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, s'ils sont traités et si on est vigilant, moi je dis à mes collègues généralistes, de toute façon, parce que c'est eux qui prescrivent beaucoup et c'est eux qui voient les premiers trucs. Un patient qui vient me voir et qui me dit « votre médicament c'est génial, je dors plus, je range toutes mes affaires, ça fait 15 ans que je n'avais pas rangé mes affaires et là j'ai enfin commencé à ranger » et si je lui demande « est-ce que vous êtes fatigué ?» et qu'il me dise « non, je suis en pleine forme », là,
je crois que c'est le premier signe de passage en phase maniaque. Bon, c'est évident. Quelqu'un qui me dit ouais, je suis en pleine forme et tout ça, je range mes affaires, mais par contre, je suis fatigué le matin, j'ai besoin de dormir, c'est peut-être différent. Donc, le trouble du sommeil sont très importants pour dépister les passages en phase maniaque, en hypomanie. Mais ce qu'il faut dire aussi, et c'est ce que m'ont dit les patients, ils m'ont dit, mais moi, j'ai eu une phase down, j'ai eu une phase up, d'hypomanie, mais j'ai eu une phase down. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai eu un grand trou. J'ai eu un grand trou noir. Voilà, donc il faut aussi penser dans l'autre sens. Insuffisance cardiaque. Alors, tous les médicaments, vous pouvez prendre tous les médicaments, il y a marqué insuffisance cardiaque sévère. C'est quoi insuffisance cardiaque sévère? Donc la RTU, ils ne disent pas ce que c'est. Donc moi, je vous le dis, c'est le stade 4 du New York Heart Association. Voilà, comme ça, vous pourrez regarder à quoi ça correspond, le stade 4. Et vous pourrez dire, moi, ça m'énerve quand on me dit insuffisance cardiaque sévère. C'est quoi? Il y a une classification, et c'est le stade 4 de la classification la plus connue. Il y a aussi l'International Association, l'ISAC, c'est la classe 3. Mais ça, au départ, c'était vétérinaire, sciences cardiaques vétérinaire. Donc on va compter le New York, celle de New York que nous donnent tous les cardiologues. Voilà, donc phase 4, vous regarderez et vous verrez les contre-indications. On nous dit insuffisance respiratoire sévère, c'est quoi? Alors il n'y a pas de nom pour les classifications, mais c'est dyspnée stade grade 5, c'est-à-dire c'est des gens qui vont être sous oxygène, des patients qui ont des soufflements d'effort, c'est-à-dire que le moindre effort, même sans effort, donc de repos. Donc ça, c'est le grade 5. Là, je pense que c'est une contre-indication. Insuffisance rénale sévère, clearance inférieure à 30. Voilà, je vous donne un chiffre. Donc, il faut voir la créatinine. Alors, il y a un PHRC actuellement qui va débarrer en réanimation. Je crois que dont je fais partie du comité scientifique. Et je leur disais, mais insuffisance rénale, on parlait des contre-indications. Puis ils m'ont dit, mais nous, on s'en fout, parce qu'en réanimation, on les met sous dialyse, donc ils peuvent prendre ce qu'ils veulent. Voilà. Mais bon, chez nos patients à nous, en XAPA ou en ambulatoire, on ne va pas les mettre sous dialyse, donc bon, c'est quand même des cas rares. Sauf que quand même, on sait, quand même en tant qu'alcoologue, on sait quand même que la cirrhose est très liée avec le rein. Insuffisance hépatique sévère. Mais non, au contraire. Alors, j'ai demandé l'autorisation à une collègue qui a présenté une diapositive que je trouvais très bien au colloque des pathologies au mois de juin. Donc je vais piquer sa diapo, mais je vais demander son autorisation. Alors je vais vous montrer sa diapo sur les insuffisances hépatiques sévères. Alors ça n'avance pas. Ça ne veut pas venir. Voilà, baclofène et cirrhose. Je vous ai mis où j'ai piqué ça. Voilà. Donc vous voyez l'étude. Donc pas plus d'effets secondaires neurologique, pas de dégradation de la fonction hépatocellulaire, au contraire, aucun cas d'aggravation de la fonction rénale, prudence évidemment, toujours prudence. Alors, il y a 3 études qui montrent que la fonction hépatique s'améliore quand on arrête de boire, c'est évident, mais ça ne s'aggrave pas avec le baclofène, en tout cas. Donc, vous voyez, les insuffisances hépatiques, il y a une grande classification qui est celle de Child, POG, et plus c'est le A, c'est moins grave, le B, c'est grave, et le C, c'est très grave. Donc vous savez peut-être que, bon, sauf si vous n'êtes pas hépatologue, enfin bon, en tout cas je vais vous dire que c'est le dosage de la bilirubine, de l'albumine, l'acide et l'encéphalopathie. Ce sont les 4 marqueurs de Child. Et donc il y a une amélioration. Voilà. Je vous laisse. Et puis, alors, Yamini, il a fait une autre classification qui a un intérêt par rapport à Child, c'est qu'il y a la créatinine aussi, dosée. Voilà. Donc on peut donner, et au contraire, je pense que c'est le seul médicament qu'on peut donner puisqu'il n'est pas éliminé par le foie, pas à 10%. Contre-indication, on continue, contre-indication. Épilepsie. L'épilepsie, oui, mais l'épilepsie, il est probable que le baclofène a une action au niveau du seuil épileptogène, alors il y a des associations des médicaments aussi. Beaucoup de nos patients nous disent, moi je suis épileptique, d'ailleurs je prends tel truc. Alors, il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas du tout épileptiques, hein. Ils ont simplement fait un DT, et c'était une crise d'épilepsie, on leur a dit, il ne faut jamais arrêter le traitement, vous êtes épileptique. Donc c'est toujours le même problème, c'est à vie. Bon, ils ont fait un DT, ils ne sont pas obligatoirement épileptiques. Moi, de toute façon, je vous le dis, on est tous épileptiques, on a tous un seuil épileptogène, hein, on le sait, hein, vous êtes des soignants, donc on le sait qu'on a tous un seuil. Quand j'étais externe en psychiatrie, c'est moi qui faisais les électrochocs. Je peux vous dire que bon, on trouve toujours le seuil épileptogène. Donc, l'épilepsie, s'il est soigné,
Il n'y a pas grand risque. Le problème, c'est l'arrêt du baclofène, brutal, et un certain nombre de sevrages. Donc là, il y a des risques. Parkinson, alors pas tellement parce qu'ils ont des problèmes sexuels, parce qu'ils sont sous L-Dopa, mais Parkinson, bon, parce qu'on a beaucoup de patients parkinsoniens qui se soignent pour l'alcool. Moi, j'en ai pas beaucoup, j'en ai eu un. Bon, donc c'est une contre-indication à cause de la dopamine. Le lactose, c'est anecdotique, mais bon, on parle de plus en plus de ces trucs-là parce qu'il y en a dans le médicament. Donc, les femmes enceintes, alors chez les animaux, il y a des omphalocèles. Je vais dire qu'à choisir entre l'alcool et le baclofène, moi je prendrais plutôt le baclofène. Voilà, si la femme elle n'arrive pas, on peut l'aider un petit peu quand même. Donc du coup, pour la RTU, il faut que les femmes, le cas échéant, c'est-à-dire que s'ils sont en âge de procréer, comme on dit, doivent avoir un moyen de contraception. Mais bon, on ne va pas exiger de toutes les femmes, on peut leur mettre un stérilet pour être tranquille. Donc après, il arrive ce qu'il arrive. Addiction à d'autres substances. Ah, heureusement qu'on nous a retiré le tabac, parce qu'autrement, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Bon, je crois que si vous êtes ici, vous avez obligatoirement des patients qui ont des addictions à d'autres substances. C'est évident que ce soit la cocaïne, que ce soit le shit, quand même, ils fument tous du shit. Vous verrez dans toutes les études, on voit bien. Mais le problème des études, disons classiques, c'est que ces patients-là sont éliminés. Ils ne sont pas pris dans l'étude. Dans l'étude que je gère, la Bacloville, qui est une étude pragmatique, on a des patients sous cannabis, sous cocaïne, sous héroïne, sous subutex, sous méthadone, sous neuroleptique. C'est-à-dire qu'on prend tout le monde. Moi, dans mon cabinet, je prends tout le monde. À partir du moment où il y a une demande d'alcool, où elle est justifiée, parce que finalement, la première condition pour prendre un patient qui a des problèmes d'alcool pour lui donner un traitement, pour moi, c'est la motivation intrinsèque. C'est la meilleure condition pour laquelle ça marche. Donc on peut parler d'entretien motivationnel, ça a changé ma pratique de clinicien. En phase de titration, quand on augmente les doses du baclofène, conducteur de véhicules, utilisateur de machines, mais bon, avec l'alcool aussi, hein, avec les benzos aussi. Je veux dire que tout ce qu'on donne comme psychotrope aussi. Il suffit de regarder les boîtes de médicaments, vous verrez les petits triangles et tout ça. Alors moi j'ai un tampon. Où il y a marqué, je le mets pour tous les psychotropes. Il y a marqué somnolence possible, attention en cas de conduite. Et depuis que je mets ce tampon, je veux dire que j'ai beaucoup de patients somnolents. Pas avec le baclofène, avec tout. Pas seulement avec le baclofène. C'est vrai que quand on induit les choses, on voit bien pour les effets secondaires, si on demande aux patients alors comment ça va, bon ça va, ça se passe pas trop mal et tout ça, et si on a la liste des effets secondaires et qu'on commence à lire la liste des effets secondaires, ah bah oui ça j'ai eu ça, oui, ah bah oui tiens ça j'ai eu ça, bon ça je m'en fous. Mais bon voilà, donc c'est la façon de poser les questions aussi qui, maintenant quand on fait des études on est obligé de les poser. Donc, les machines, et vous savez, pour Bacloville, l'ANSM, on s'est battu parce qu'ils voulaient que les patients restent chez eux. Il fallait les mettre en arrêt de travail. Ils ne pouvaient pas les travailler parce qu'il ne fallait pas qu'ils conduisent. Et puis, ceux qui tondaient leur gazon, c'était interdit. Voilà, donc il faut... Alors, à la limite, je dis, mais il ne faut pas qu'ils coupent leur viande aussi. Vous savez. Bon, enfin, c'était un peu ridicule parce que c'est des trucs dans la vraie vie, quoi. Nos patients, c'est la vraie vie. Ils ne sont pas des machines et des... Voilà, donc les conducteurs de véhicules... Quand même, on le dit aux patients et quand même on essaie d'éviter de leur donner, parce que ça entraîne quand même des somnolences. Mais je le dis comme l'alcool et les benzos. Voilà, situation sociale rendant le suivi aléatoire. Bah, écoutez, je crois que vous et moi j'ai pas mal d'SDF, même dans un cabinet libéral, on peut s'occuper d'SDF. Et d'ailleurs, quand ils viennent pas au rendez-vous, il y en a un qui n'est pas venu hier, c'est qu'il est ou à l'hôpital, ou mort, ou... Oui, c'est ça, c'est deux solutions. Oui. Parce qu'en général, ils viennent au rendez-vous. Contrairement à ce qu'on peut dire, c'est des patients qui sont compliants. Alors après, on leur vole leurs papiers, on leur vole leurs comprimés, ils en donnent aux copains. Bon, ça c'est autre chose, mais ça c'est tous les patients, ça. Pas simplement les SDF. Donc, on a détourné un peu la situation. Il y a quelqu'un de la NSM? On a détourné un petit peu. Hein? Je ne sais pas. Hein? Bon, alors je dirais rien. Okay. Bon, RTU en pratique, jusqu'à 120 mg par jour. Bon, enfin, je vais le dire quand même. C'est-à-dire que tout SDF a un domicile. Ils ont une boîte aux lettres. Donc, voilà, si la définition du SDF, c'est celui qui n'a pas un domicile fixe, en tout cas, ils ont une adresse. Donc, la RTU en pratique jusqu'à 120 mg par jour. Alors, je n'ai pas repris la RTU parce qu'en fait, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on demande aux patients ses objectifs. Alors,
c'est surprenant parce que c'est vrai qu'avec les forums, grâce aux patients, en tout cas ça a bien marché, il y en a qui viennent nous voir pour dire « moi je veux être indifférent ». Bon, alors voilà, donc il faut entendre ça. C'est-à-dire que les patients ont des demandes maintenant un peu particulières, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est quand même important. Donc indifférent, abstinence, boire comme tout le monde, pouvoir fêter mon anniversaire, ce qui est la vie, quoi. Bon. Alors, je l'ai dit, prescription à la carte, c'est vraiment chaque patient différent. Augmentation très très progressive, très très lente. Alors il faut faire prendre patience aux patients parce que autrement la famille, et là on a parlé de la famille tout à l'heure, vous savez qu'il y a une science de l'entourage, hein, ça s'appelle la proximologie. Donc la proximologie nous enseigne que c'est important. Et puis on peut parler du bénéfice secondaire de l'autre, hein, on peut parler de tas de choses. Et le pharmacien aussi fait partie de l'entourage. Et quand le pharmacien, comme tu as dit, dit mais vous prenez encore tout ça là, mais quand est-ce que vous arrêtez? Donc évidemment, ça pose des problèmes et c'est pas positif dans ce sens-là. Et la famille, c'est pareil. Pour ça que moi je demande toujours, si c'est possible, de voir l'autre, que ce soit la femme, le mari, les enfants, les parents, mais avec le patient ou la patiente. Ça me semble important. Je demande aussi toujours, dès la première consultation, à qui j'ai le droit de répondre au téléphone. Parce que nous, moi je parle en tant que généraliste, si vous saviez le nombre de coups de fil que j'ai, il y a madame Intel qui veut vous parler parce que vous allez voir son mari cet après-midi, et il ne vous dit pas tout. Voilà, donc ça c'est notre pratique de tous les jours. Hein, donc je demande toujours à mes patients et mes patientes à qui j'ai le droit de parler au téléphone, et ça permet de parler de la famille, et ça ouvre quelque part, sans dire, bon, et votre père et votre mère. Voilà. Faites de dire ça, parce que d'abord, c'est le secret professionnel, et puis d'abord, ça leur montre que ça ne sortira pas de mon cabinet, sans leur permission. Parce qu'ils me disent, vous pouvez répondre à tout le monde. Je dis rien. Le silence est important en consultation. Puis ils me disent, oui, mais il ne faut peut-être pas dire ça. Bon. Voilà, j'ai dit, bon, c'est un peu compliqué. Bon. Voilà, donc, la gestion. Alors, là, si vous avez lu ce qu'on a écrit avec Renaud, lui, il n'aime pas du tout la prise en charge, il dit que c'est la tarte à la crème. Moi, en tant que généraliste, alors peut-être lui en tant que psychiatre, mais je ne le crois pas vraiment, mais c'est évident que très peu de patients ne justifient de rien, c'est vrai. Ils n'ont pas de problème psy, a priori, ils n'ont pas de... Mais bon, ils ont des pulsions, ils n'arrivent pas à gérer. Quand ils commencent à boire, ils ont une vie... Mais moi, je me méfie quand même beaucoup des gens qui me disent « tout va bien ». J'ai aucun problème. Ça... Je crois que ça n'existe pas vraiment, mais bon. Après, c'est ma projection personnelle. Donc, en tant que généraliste, en tout cas, nous, on prend en charge de façon globale avec le réseau, parce que c'est important. On a besoin du pharmacien, on a besoin des psys, on a besoin des assistantes sociales, on a besoin des kinés. Les kinés sont importants pour détendre les gens. On a besoin des psychologues, tout ce qui fait partie d'un réseau, les éducateurs en fonction du niveau social, tout ça, pour nous, ça fait partie du réseau. Je peux d'autant de plus le dire que j'ai fait partie longtemps d'un réseau, le réseau Rive Gauche, qui est l'un des premiers en France. Bon, il n'existe plus, mais on a beaucoup travaillé en réseau, donc ça me semble important de le répéter, travailler en réseau. Maintenant, c'est plus un réseau virtuel, on va dire. On connaît nos amis, on connaît nos correspondants. Voilà, on fonctionne comme ça avec les cardiologues, et pourquoi pas pour l'addiction, c'est évident. Vous voyez, j'ai rajouté juridique parce qu'on a quand même beaucoup de patients en injonction thérapeutique, on a des patients qui nous demandent des certificats. Alors bon, mais là, bon, je ne vais pas vous faire un topo parce qu'on est sur le baclofène. Okay. Mais le baclofène, finalement, c'est une molécule. Le baclofène est un outil. Je le répète, ça n'empêche pas tout le reste, et au contraire, il faut tout le reste. Mais quand on a un outil qui nous semble efficace et qui nous aide, ça aide beaucoup. Hein, on l'avait écrit dans Le Monde, finalement, des patients qui ne sont plus parasités par l'alcool toute la journée, qui peuvent enfin penser P-A-N-S-E-R et penser P-E-N-S-E-R leur vie, pour le thérapeute, pour le médecin, et encore plus pour les psys, ça les aide beaucoup. Parce qu'on ne va plus parler d'alcool, on va parler d'autre chose. Et ça me semble important, de pouvoir ouvrir sur le reste. Ce qu'on ne peut pas faire tant que les patients ils ont l'alcool dans la tête, c'est les parasites. Et le sexe, c'est pareil, ça peut parasiter. Et on a vu que finalement, toutes les addictions, l'alcool, c'est un produit. Bon, le sexe, c'est un produit. Et ça peut être aussi pour d'autres produits. Voilà, prévenir le patient qu'il va falloir 3-4 mois. Et là, l'entourage, c'est important. Parce que si on ne le dit pas, le patient, il revient au bout de 15 jours. Il dit, vous savez, c'est pareil, hein, ça n'a rien changé. Puis ma femme, elle en a marre. Mon mari, il en a marre. Alors, il faut quand même les prévenir que la prise en charge, elle va être longue. Je leur dis, c'est pas une angine. Hein. Alors, je leur dis pas, c'est à vie. Je leur dis, c'est minimum 1 an, on verra. Après.
Psychologiquement, c'est important. Je vous montrerai après le tableau qu'ont fait les patients sur la prise en charge. Alors, dire aux patients, 3-4 mois, alors les premiers signes, parce qu'en fait, le patient, il nous dit souvent au bout de 15 jours ou un mois, mais vous savez, ça ne change pas, je bois toujours autant. Alors là, il faut peut-être lui faire pointer que, ouais, mais est-ce que vous buvez toujours aussi vite? Alors il vous dit oui, oui. Bon. Mais souvent, ça les fait réfléchir et se rendre compte que oui, avant je buvais ma dose en 2 heures, maintenant c'est 3 heures. Si on ne lui dit pas, il ne le dira pas spontanément. Et puis, des fois, c'est la famille qui lui dit « Tiens, tu n'as pas fini tout de suite ton verre ». Voilà, c'est des petits signes comme ça qui vont nous permettre de dire « Ah bah ça va marcher », d'être positif, d'aller dans le sens de « Voilà, on va y arriver ». Donc, vous voyez, c'est des petits signes importants, plutôt que de dire « Bah oui, il y a toujours 2 litres de bière ». Donc, moi, je vois le côté positif. Ouais, mais 2 litres en 3 heures au lieu de 2 heures. Bon, évidemment, ce n'est pas l'objectif, de continuer à boire 2 litres toute sa vie. Voilà. Bon, boire la même quantité mais plus lentement et se surprendre, être surpris par l'entourage de ne pas finir son verre. Ou de carrément jeter la fin de la bouteille. Ça, c'est surprenant. Titration, je vous donne un exemple simple, on va dire, pour quelqu'un qui boit dès le matin. Donc, les comprimés sont à prendre le matin au réveil, le midi, si possible, une demi-heure, voire 1 heure avant le déjeuner, puisque vous avez vu la durée d'action. Et le soir, vers 18-19 heures, et pas au coucher. Ça ne sert à rien, sauf ceux qui boivent la nuit. Mais quand on dit matin, midi et soir, c'est pas matin, midi et soir, c'est le matin au réveil, c'est le midi avant le repas, une demi-heure si possible, et le soir, c'est plutôt 18-19 heures. Donc ça change tout. Parce que les patients qui prennent leur dernière prise en se couchant à 23 heures, c'est trop tard. Voilà, donc c'est vraiment, mais c'est comme l'insuline. Alors depuis qu'on a l'insuline Lantus, maintenant on la fait quand on veut, mais rappelez-vous les anciennes insulines, c'était vraiment à heure précise. Alors il faut qu'on ait des patients un peu obsessionnels. Alors, on est très aidé par les smartphones. Ça c'est vrai que ça aide pas mal. Avec les alarmes. Un demi-comprimé de baclofène 10 mg 3 fois par jour pendant 2-3 jours. Ça dépend de votre audace, ça dépend du patient que vous avez en face de vous. Bon, je mets plutôt 3 jours. Il y en a qui mettent 2 jours. Après, il y a différents schémas. Puis un demi, 1, puis un demi, 1, puis 1, 1. Vous voyez, on va lentement, parce que là, on peut être en 10 jours ou en 6 jours. Bon, et on s'adapte. On s'adapte en fonction du patient. Moi, je ne leur dis pas, par exemple, s'il y a un problème, vous m'appelez. S'il y a un problème, vous m'envoyez un mail. Je leur dis, si vous avez des questions. Et c'est pareil pour tous les patients, parce que si on dit s'il y a un problème, ils vont vous dire, il peut y avoir des problèmes. Alors, je n'induis pas. Donc, je dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, pour vous aider. Et comme on dit, le patient, il va faire son schéma. Mais il y a des patients qui vous disent, non, c'est vous le docteur. Dans ce cas-là, on va faire le schéma, on va leur donner une feuille, on va leur montrer sur l'ordonnance comment il faut prendre, à quelle heure, et tout ça. On peut faire ça. Donc vous avez vu qu'il y a des seuils, basés sur quelles études? Alors, il y a des seuils. Donc, la RTU au-dessus de 120, normalement, il faut demander un deuxième avis d'un médecin expérimenté. Alors, mon ami Pascal Gache de Genève avait vu Maraninki, le patron de la NSM à l'époque, juste après la RTU, et il lui avait dit « C'est quoi un médecin expérimenté ?» Est-ce que vous avez une liste pour mes copains français? Et Maraninki avait répondu, dixit Pascal Gache, « Écoutez, vous avez eu votre RTU, maintenant vous ne me cassez plus les pieds. » Voilà, donc il n'y a pas de liste, évidemment. Il y a des listes de XAPA, mais c'est pas, voilà, mais il n'y a pas de liste de médecins expérimentés. Alors, qui est médecin expérimenté? Déjà, ça. OK. Donc, 180, vous avez vu, il faut l'avis d'un XAPA, un service hospitalier spécialisé en addictologie. Donc, il y en a un peu partout, il y en a beaucoup, il y en a presque 1000, je crois. Ça change, ça évolue, puisque je pense qu'il y en a beaucoup ici. Donc, vous êtes plutôt dans le mouvement, donc ça, c'est très bien. Il y aura d'autres molécules que le baclofène, c'est évident. On voit bien que c'est en mouvement. Donc, là, ça bloque les généralistes. C'est évident que... Moi, j'ai un nombre de coups de fil de mes copains généralistes, que ce que je fais, est-ce que je peux te l'envoyer? Je dis, mais non, tu continues. Bon, c'est compliqué. Enfin bon. Posologie maximale de la NSM 300. Je vais vous donner une anecdote quand même par rapport à Bacloville. Où, il ne voulait pas donner 300, donc j'ai demandé 400. Et du coup, on a eu 300. Bon, ça c'est des astuces, mais bon, c'est la négociation. Ordonnance d'un mois maximum, 4 semaines. Donc ça c'est important par rapport à dire que vous ne pouvez pas faire 3 mois.
Mais bon, les hypnotiques non plus. Hein. Je vois des ordonnances encore de zolpidem pour 3 mois. Non, c'est 1 mois. Et puis si c'est inefficace, eh ben, on arrête de manière progressive. Jusqu'à 8, 9, il n'y a pas grand risque. Au-dessus de 10, il faut quand même arrêter progressivement, mais pas aussi progressivement qu'on a monté. Hein, on peut sur 10, 15 jours arrêter sans problème. Donc on peut arrêter rapidement. Voilà, donc la RTU au-dessus de 120. Les effets indésirables, alors ils sont très nombreux, mais si vous lisez... Alors oui, Amezen, je remercie Amezen, donc c'est peut-être grâce à lui que je suis là aujourd'hui, en tout cas pour le baclofène. Donc il a trouvé une étude, en fait, parce que lui, avec son calcul, il a dit il faut que je monte à 250 mg par rapport aux rats. Les rats, ça marche entre 3 et 4 mg kilo. Vous savez, les rats, on leur fait pédaler. Il y a des rats, les Sardinian rats, des rats de Sardaigne, qui sont des rats qu'on rend alcooliques, cocaïnomanes aussi. Et quand on leur donne à pédaler, ils ont le choix entre l'alcool et l'eau, ils vont boire de l'alcool jusqu'à ce qu'ils meurent. Et quand on les met sous baclofène, entre 3 mg et 4 mg kilo, les rats boivent de l'eau. Et ils vivent. Donc là-dessus, Amezen, il a vu ça, puis il s'est dit, mais est-ce que moi je fais 80, 3 fois une heure, il faut que j'ai 25 comprimés, 30 comprimés, est-ce qu'il y a des études qui montrent? Et il a trouvé cette étude. Bon, qui est une étude qui est parue en 91, où les patients en sclérose en plaques, on les monté jusqu'à 270 pendant 3 ans, sans effet secondaire majeur. Donc 270 est resté un peu un seuil. Et d'ailleurs, c'est à 270 que Amezen a arrêté de boire. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous donner l'étude Princeps. Alors, on vient de publier dans Alcool et alcoolisme un article sur la tolérabilité, alors la tolérance du baclofène, où on a fait aussi des doses sur 130 patients, à combien c'est arrivé l'effet secondaire, et ce qui a été fait. C'est-à-dire, on va voir après ce qu'on peut faire finalement. Voilà, donc je vous renvoie à cet article. Donc le plus important, 50% selon les études, mais c'est plutôt 50% de somnolence et d'endormissement brutaux. Endormissement brutaux, c'est embêtant. Ça ressemble pas mal à la narcolepsie. S'il y a des spécialistes du sommeil, c'est pas de la narcolepsie parce qu'il y a des définitions précises de la narcolepsie, mais ça ressemble beaucoup. Et ça, c'est quand même très gênant. Alors ça se soigne très bien, mais on n'a pas le droit de le faire par le modiodal, le modafinil, mais on n'a pas le droit, sauf les neurologues, mais on n'a pas accès à ce médicament, sauf sur Internet où on trouve tout, évidemment. Fatigue, insomnie, vertige. Voilà, donc après, moi en tant que généraliste, il y a des périodes de l'année où tout le monde est fatigué, même ceux qui ne sont pas sous baclofène. Et ça ne me change pas dans la journée quand je vois un patient qui me dit qu'il est fatigué. Bon, les insomnies, donc il y a des troubles du sommeil. Mais bon, l'arrêt de l'alcool entraîne des troubles du sommeil. Donc après, l'imputabilité, elle est difficile à donner. L'imputabilité entre ce qui est lié à l'arrêt de l'alcool ou à la diminution de l'alcool, ce qui est lié à l'association des deux, quand on continue à boire, et ce qui est lié au baclofène pur, c'est difficile. Les céphalées en casse, c'est des céphalées très précises. Quand même, les patients nous disent vraiment que ça sert. Le paracétamol, ça ne marche pas très bien. Troubles de la mémoire et de la concentration, mais bon, l'alcool aussi, hein, des benzos aussi. Mais bon, c'est aussi un effet dont se plaignent les patients. Les acouphènes, dont se plaignait beaucoup Amezen. Il n'y a pas beaucoup de traitements. Alors, il y a des traitements hors AMM. Hein, le Trobalt, qui est un antiépileptique, a l'air de bien marcher sur les acouphènes, mais c'est hors AMM. Alors, c'est une autre étude. Les troubles de l'humeur, en haut, en bas, ou en 10. Vous savez, avant, on disait analeptique, cataleptique et dysleptique. Donc, on va dire qu'il y a ceux qui stimulent, il y a ceux qui diminuent. Donc, il y a les troubles de l'humeur dans tous les sens. Le gros problème de la dépression, mais bon, l'arrêt de l'alcool peut entraîner une dépression. Il me reste combien de temps? Ah bon, alors je vais plus vite. Douleurs et perturbations sensorielles. Ok, donc les nouveaux signaux, je vais aller vite. Troubles sensitifs et sensoriels, mais est-ce que c'est de la polynévrite? Et l'arrêt de l'alcool qui anesthésie, donc il faut être vigilant. Ça peut être de la polynévrite et pas simplement le baclofène. Rétissement du champ visuel, j'en ai parlé. Abus dépendance, on voit, on commence à avoir des patients qui prennent beaucoup de comprimés pour se doper. Syndrome de sevrage sur le mode confusionnel, comme le DT alcoolique, troubles anxieux paradoxaux, la bouche sèche qui donne envie de boire, sudation excessive, allongement du QT, c'est pas prouvé pour moi, prise de poids, perte de poids, syndrome d'apnée du sommeil, c'est important, donc il faut être vigilant, syndrome édémateux comme avec les inhibiteurs calciques, surtout les jambes, les femmes, accident de la voie publique, bon, évidemment. Ensuite, alors la gestion, je vais aller très vite parce que chaque cas est différent. Il y a des patients qui s'en foutent et d'autres qui font une obsession sur le nez qui coule. Bon, alors il faut s'en occuper. Donc on va faire un palier plus long. On va répartir les prises différemment.
On va diminuer les doses, on va faire participer le patient, parce que c'est important, allez sur les forums, vous verrez, ils trouvent des techniques pour supprimer les effets secondaires, incroyable. Prescrire un arrêt de travail, non, prescrire un traitement, parce qu'il y a des médicaments qui peuvent aider en plus, ou on peut faire un arrêt de travail aussi, pour moi l'arrêt de travail est une thérapeutique. Et puis on peut arrêter le baclofène. L'interaction, pas avec les psychotropes dits de substitution, il n'y en a pas, mais on a vu que ça peut être lié plutôt à l'arrêt de l'alcool ou du tabac, ou tout ça. Bon. Pas avec les nouveaux antiviraux de l'hépatite C, ça c'est important, hein, les hépatologues nous le disent, il n'y a pas d'interaction. Surveillance nécessaire donc avec les antihypertenseurs, hypotension orthostatique, il y a une hypotension orthostatique parfois, voilà, les diurétiques, évidemment, les antidépresseurs tricycliques qui donnent des hypotonies musculaires, dépresseurs du système nerveux central, tous, psychotropes, sédation. Et puis, voilà la belle courbe que Samuel Blaise a faite avec les associations et a présentée à la SFA, finalement, que je montre aux patients. Ah, zut, il n'y a pas le... Je pensais qu'il y avait un truc, une petite pointe. Ah oui, si, il y a une pointe. Donc, vous voyez, la titration, on stabilise, on diminue, et puis il y a à peu près 20% des patients qui arrêtent. Donc, quand on nous demande des chiffres, on dit, voilà, sur 5 ans, on a 20% des patients et qui, des fois, reprennent. Voilà, c'est en gros, avec tous les chiffres, tous les trucs, là, c'est un tableau assez complet. Mais qui me semble important. Voilà, je vous remercie de votre écoute, et puis je remercie tout le monde.